Bonsoir. Depuis que je suis petite, il y a une vérité qu'on m'a répétée plein de fois qui est, dans la vie, quoi qu'on fasse, c'est la loi du plus fort. C'est toujours le meilleur qui gagne. Accroche-toi, ma fille. J'ai grandi avec ça. Et puis, quand j'ai fait mes études d'enseignante, j'ai eu un prof de philo qui un jour nous a regardé droit dans les yeux et qui nous a dit, vous toutes là, en tant qu'éducatrice, je vous demande une seule chose, ne perdez jamais votre qualité d'indignation. Vous savez, c'est le genre de message qui vous met dans l'intranquillité, c'est-à-dire qu'il reste avec vous comme un petit caillou dans la chaussure et puis régulièrement, il revient tracasser votre esprit. Je commence à travailler tranquillement dans des écoles tout à fait classiques et là, je vois des enfants en récréation et par exemple, je vois un élève de CE2 qui est enfermé dans les toilettes par un grand de CM2 et les enseignantes interviennent, bien sûr punissent le grand, mais tout le monde a l'air de trouver ça fort banal. Ben oui, c'est la loi du plus fort, les plus grands écrasent les plus petits, ça a toujours été comme ça et ça va continuer comme ça. Ok. Un autre jour, c'est un enfant de petite section de maternelle qui se fait piquer son goûter par un enfant de grande section de maternelle. Donc évidemment, on gronde le grand, mais personne ne s'étonne en cours de récréation. C'est banal, c'est normal, c'est la loi du plus fort. Je deviens instite en classe de cours préparatoire, et un jour, je vois un de mes élèves arriver avec son sac de billes. Alors des belles billes toutes neuves, des calots, des agates, il était tellement content. Et puis j'observe pendant la récréation. Des grands viennent jouer avec lui. Ils ne trichent pas, je vous assure, hein. Ils ont bien joué comme il faut, mais ils savaient bien qu'ils jouaient avec un plus petit qui ne savait pas jouer. Et quand j'ai vu mon élève de CP repartir le soir avec son sac vide, le petit caillou dans la chaussure a commencé vraiment à me déranger beaucoup. Suite à toutes ces expériences-là, j'ai fait des études de psychologie. Et dans ces études-là, à un moment, on a mis le focus sur le fait qu'il ne faut pas mélanger une vérité et une croyance. Voilà, ça continue à faire son chemin dans ma tête. Et puis en 2006, j'ouvre l'école du Colibri. Quand nous ouvrons l'école du Colibri, nous décidons d'en faire une école inclusive. Une école inclusive, c'est donc une école dans laquelle on va intégrer à temps plein des enfants porteurs de handicap. Ça a été la plus belle idée qu'on ait eue. En fait, ils font la richesse de notre école. La richesse à plusieurs endroits, notamment la richesse pédagogique, parce que c'est l'enfant en difficulté qui m'apprend mon métier d'instit. En fait, comme je suis obligée de lui expliquer en découpant les savoirs de plus en plus finement, il m'aide à mieux comprendre comment le cognitif se construit et il m'aide à aider les autres enfants. Et puis, au niveau du comportement, ce sont des enfants qui développent un grand courage. Et ça, c'est très étonnant. Et puis, ce sont des enfants qui ont des difficultés qui se voient. Comme ils ont des difficultés qui se voient, nous sommes obligés d'en parler, puisque les autres enfants dits ordinaires demandent, mais comment ça se fait qu'il ne comprenne rien, lui mais pourquoi est-ce qu'avec lui, tu ne fais pas la même chose qu'avec moi Et le fait qu'on parle de cette différence nous amène tous à parler de nos différences et de nos singularités. Et ça, c'est le magnifique cadeau qu'ils nous font. En parallèle, je continue évidemment mes recherches. Le petit caillou est toujours dans ma chaussure et me tracasse. Et puis, je lis les écrits de Marshall Rosenberg de la communication non violente. Et là, Marshall Rosenberg reprend cette histoire de croyance. Et il dit, on a fondé toute l'éducation sur la croyance qu'il y avait la loi du plus fort. On pourrait la fonder sur la croyance que, de naissance, l'humain veut contribuer à la vie. Là-dessus, il y a des travaux qui sont faits en neurosciences. Et dans les travaux en neurosciences, très intéressants, on en arrive à voir des tout-petits qui, dès le plus jeune âge, il semblerait que dans l'instinct de l'humain, la première chose qui lui vient, c'est de contribuer à la vie. On voit des tout petits bouts de chou en train de jouer, et puis il y a un adulte qui est là et qui fait tomber sa passe à linge ou son stylo, qui manifeste qu'il est dans l'embarras, et on voit ces enfants systématiquement arrêter leur activité pour aller l'aider. Donc l'envie de contribuer serait donc la première chose. Mais on s'est complètement trompé de lecture du monde. Je continue mon chemin et je lis Jean-Marie Pelt. Jean-Marie Pelt, grand biologiste, qui reprend depuis le début de la structure du Big Bang jusqu'à aujourd'hui l'évolution de la cellule et de la vie.
et qui dit, mais finalement, ce qui a fonctionné, ce n'est pas du tout ce qu'a fait la loi du plus fort. Chaque fois qu'il y a eu la loi du plus fort, c'est une branche qui s'est éteinte. Ce qui a fonctionné et qui a fait aujourd'hui que l'humain que nous sommes est arrivé, c'est l'associativité. Ça change tout. Ça veut dire que nous sommes des humains tous différents et qu'on a tout intérêt à s'associer. Du coup, fort de ça, on rentre à l'école et j'observe toujours mes enfants en difficulté puisque ce sont toujours eux qui m'apprennent la vie. Et je me demande, mais c'est quoi qui fait qu'ils ont cette énergie, ce courage de refaire quelquefois 40 fois de suite la même chose alors que les autres enfants l'apprennent en 2 ou 3 fois. Pour nous, souvent, on les nomme en exemple à cause de ça. Et là, je les observe faire et à ma grande surprise, un jour, un d'entre eux s'écroule et n'a plus envie d'apprendre. L'aide de vie scolaire vient me voir en me disant, écoute, en ce moment, il ne va pas très bien, je ne sais pas, il ne veut plus essayer, lui qui était tout le temps si courageux. Et donc là, je ne sais pas par quelle intuition ça m'arrive, mais je dis, bon, on va le faire réussir. Et donc, on lui donne des choses plus simples. Et il réussit. Et du coup, grâce à cet enfant-là, je découvre que chacun d'entre nous, nous avons à l'intérieur de nous une espèce de petite pile. Cette petite pile, à l'école, on appelle ça une pile rechargeable. Ça serait la pile d'estime de soi. En fait, si j'ai une bonne estime de moi, j'ai de l'énergie. J'ai de l'énergie, par exemple, pour aller vers les autres et pour apprendre. Si cette pile est épuisée, c'est même pas la peine qu'on me demande de faire un effort, je ne vais pas y arriver, je n'ai plus d'envie. Comment est-ce qu'on recharge cette pile? Alors cette pile, vous avez déjà vu, quand vous vous retrouvez avec un enfant, un petit bébé par exemple, cette pile, vous la chargez sans le savoir. D'abord, il charge la vôtre. Ceux qui ont vu La Belle Verte, ça doit vous rappeler des souvenirs. Mais sinon, cette pile, dès qu'on est en lien avec un petit bébé, en fait, ça nous fait de la dopamine. C'est comme avec un petit chaton. Oh, vous savez, ça fait du bien. Et donc, ce petit bébé qu'on trouve devant nous, on lui fait des arre, gousi, gousi, oh oui, t'es mignon, t'es mignon, t'es mignon, t'es mignon. Et pour lui, c'est super important. Parce que lui, il se vit faisant du bien à l'autre. Ah, manifestement, j'ai un impact plutôt positif sur cet adulte, puisque ça a l'air de lui faire du bien. Donc, ce que je suis fondamentalement est bon. Et ça, c'est super important à construire. Et quand je continue à grandir, ce besoin de reconnaissance, il va falloir petit à petit que j'arrive à me le donner à moi-même. Donc, à l'école de Colibri, nous, on a repéré les enfants en difficulté, on les remet en réussite. Ça marche avec tout le monde, cette recette-là. Et puis, on leur apprend à s'autonomiser sur se redonner de l'estime de soi-même tout seul. Par exemple, j'ai un de mes élèves, quand il a quitté l'école, une des questions qu'on me pose toujours, mais alors quand les enfants quittent votre école, comment ça se passe au collège? Mais au collège, ça se passe très bien. Parce que quand j'ai une bonne estime de moi, j'ai du recul sur ce qui se passe. Et donc, je me rappelle de cet élève venant me voir en me disant, tu te rappelles, Isabelle, en maths, c'était pas facile pour moi quand même. L'autre jour, mon prof de maths, j'ai l'impression que je ne serai jamais à la hauteur à ses yeux, m'a rendu mon devoir, il l'a jeté sur mon bureau. Mais figure-toi que j'avais 14 sur 20. Alors du coup, je me suis auto-félicitée. Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on arrive à construire notre estime de nous-mêmes. Pourquoi est-ce que c'est si important? Si on refait le lien avec la loi du plus fort dont je vous parlais au départ, c'est qu'il faut qu'on change notre regard sur le monde. Il faut qu'on change notre regard sur l'autre. Il est vraiment très important, donc ça fait partie des fameuses vérités limitantes, les croyances limitantes dont Catherine nous parlait tout à l'heure. Il faut qu'on renverse dans notre regard le regard sur l'autre. Au lieu de regarder l'autre comme potentiellement quelqu'un de concurrent, il faut que j'apprenne à le regarder comme un autre enrichissant, un autre différent. Chouette, on n'est pas pareil. On va donc pouvoir se compléter. Arrêtons d'avoir peur les uns des autres. Il faut qu'on s'associe, qu'on coopère. Et le défi est à la hauteur. Et puis, chaque fois que vous êtes avec quelqu'un, aidez-le à charger son estime de lui-même s'il n'y arrive pas lui-même. Chargez bien la vôtre. Il y a des tas de techniques pour apprendre à faire ça, de façon à ce que vous puissiez changer le monde. Et vous allez voir que ce que vous allez entendre ce soir, c'est très clair. À partir d'une bonne estime de soi, on a l'énergie pour aller changer le monde. Les héros que vous allez entendre ce soir sont dans cette belle énergie. Merci.